Salut à tous. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Hilal, j'ai 46 ans et je suis chauffeur routier. Mon travail, c'est d'avaler des kilomètres, transporter de l'électroménager, des meubles, tout ce qu'on peut charger dans un poids lourd. Je parcours les routes du pays de ville en ville, avec pour seule compagnie le bruit du moteur et les lumières rouges des autres camions. Je suis célibataire, par choix, peut-être. Ou peut-être que c'est juste une excuse que mon esprit me souffle pour éviter d'admettre que j'ai toujours eu peur de cette responsabilité. Pourtant, j'ai vécu des aventures. J'ai laissé des souvenirs un peu partout, des visages, des lieux, des moments que le temps finit toujours par effacer, sauf un. Parfois, les leçons que nous devons apprendre, la vie nous les enseigne tardivement. Faire confiance sans condition à quelqu'un. Ouvrir les portes de sa maison à un inconnu. Croire aux belles paroles sans chercher à voir ce qu'elles cachent. La vie me l'a appris sans pitié. Il y a 5 ans, j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. Une nuit qui me hante encore, qui revient chaque fois que je ferme les yeux sur une aire de repos déserte. Aujourd'hui, il est temps que je vous raconte. C'était au mois de juillet, en pleine canicule. Je devais parcourir environ 500 km pour livrer des meubles dans une charmante petite ville. Mon camion était déjà chargé et j'avais pris la route de nuit pour éviter la chaleur accablante de la journée. Après un long trajet, j'étais arrivé au matin, bien en avance par rapport à l'heure prévue. J'avais maintenant à patienter avant que l'on vienne décharger le camion. Les places de stationnement étaient toutes vides. Alors je m'étais garé près d'un arbre, cherchant un peu d'ombre. Fatigué, je fermais les yeux pour me reposer un moment. Je tombais vite dans un sommeil léger et fis un rêve étrange. Je me retrouvais sur une petite route asphaltée serpentant à travers une forêt dense. Je roulais lentement dans mon camion, entouré de grands arbres aux troncs épais. Même si c'était le jour, la lumière du soleil peinait à percer à travers les feuillages serrés des arbres, qui formaient une sorte de voûte au-dessus de la route. Plus je roulais, plus la lumière semblait s'atténuer, comme si le jour s'effaçait lentement, laissant place à la nuit. C'était une sensation étrange, comme si le temps s'était suspendu. Je roulais lentement, lorsqu'un homme agenouillé attira mon attention sur le bas-côté de la route. Il tenait son visage entre ses mains, comme s'il était en détresse. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» lui demandai-je, tout en essayant de capter son regard. L'homme ne répondit pas. À voix basse, il murmurait des mots incompréhensibles. Je m'approchai un peu plus et répétais « Vous allez bien, monsieur? Vous avez besoin d'aide ?» Toujours aucune réponse. Je posai doucement ma main sur son épaule. Dès que je le fis, il s'arrêta net, cessant de murmurer et de bouger. Il resta figé comme pétrifié. « Ça va, monsieur ?» lui demandai-je une nouvelle fois, la nervosité commençant à me gagner. Il tourna lentement la tête vers moi et, me fixant droit dans les yeux, je ressentis un frisson glacé. Ses yeux étaient d'un noir profond, comme un puits sans fond, et ses pupilles se fondaient dans ses iris. Il y avait quelque chose de inhumain dans son regard. Sa bouche était tordue dans une expression déformée. Ses mains étaient ensanglantées. « Va-t'en, ils vont venir me chercher », murmura-t-il d'une voix rauque. Il plaqua soudainement ses mains sur ses oreilles et hurla. Un cri strident me glaça le sang. À ce moment-là, je remarquai ses jambes. Elles étaient si gravement blessées qu'il lui était impossible de se relever. J'étais figé sur place, incapable de réagir, mes yeux ne pouvant quitter l'homme qui se traînait péniblement sur le sol, s'enfonçant lentement dans la forêt. L'atmosphère autour de moi changea brusquement. Une fraîcheur étrange se fit sentir en plein milieu de la canicule et une odeur de soufre envahit l'air. Une brume dense et froide recouvrit la forêt dans laquelle se mouvaient des ombres indistinctes. Des bruits sourds, mélangés à des murmures, venaient de plus en plus près. C'est alors qu'un coup frappé à la fenêtre du camion me fit sursauter. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant, réalisant que ce n'était qu'un cauchemar. Quel genre de rêve était-ce donc? Je secouai la tête pour chasser le malaise qui me gagnait et murmurai « Khair, Inch'Allah ». Une expression que l'on dit lorsqu'on espère que ce qui nous arrive est un bien, même si on ne le comprend pas encore. J'étais en sueur, encore troublé lorsque la voix d'un jeune homme me ramena à la réalité. « Il faut qu'on décharge le camion, mon frère. Tu peux ouvrir les portes de la remorque, s'il te plaît ?»
Je mis quelques secondes à reprendre mes esprits, jetant un regard autour de moi pour me reconnecter au réel. D'accord, j'arrive. 1 minute. Répondis-je d'une voix un peu hésitante. Je descendis du camion, saluai brièvement les gars qui m'attendaient et ouvris les portes de la remorque. Puis, m'éloignant un peu, je pris une petite bouteille d'eau, bus quelques gorgées et allai m'asseoir à l'ombre d'un autre arbre. Mon esprit était encore envahi par ce rêve étrange. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Comme tout le monde, j'avais déjà fait des cauchemars, mais jamais un comme celui-là. Il était si réaliste, si terrifiant, que j'avais encore du mal à croire que ce n'était qu'un simple rêve. Une fois le camion entièrement déchargé, je récupérai les documents nécessaires, signai les papiers et repris la route. Il était environ 15 heures, et une fatigue écrasante commençait à m'envahir. Je me sentais épuisé, presque fiévreux. Il me fallait absolument me reposer avant de continuer. 1 ou 2 heures de sommeil me feraient le plus grand bien. Cherchant un endroit où m'arrêter, j'aperçus une station-service abandonnée en bord de route. L'endroit était désert, pas une âme à l'horizon. Je garai mon camion et coupai le moteur. Le silence environnant avait quelque chose d'étrangement pesant. Je me glissai à l'arrière sur la couchette derrière les sièges, espérant trouver un peu de répit. Mais à chaque fois que je fermais les yeux, le visage de l'homme de mon rêve surgissait dans mon esprit. Son regard sombre, ses mains ensanglantées. Il me tendait ses paumes ouvertes, me suppliant de l'aider. Pendant près d'1 heure, je restais dans cet état entre sommeil et éveil, comme un funambule sur un fil. Impossible de sombrer totalement, et cette lutte constante contre ma propre fatigue ne faisait que m'épuiser davantage. Mon malaise grandissait. Un peu de marche me fera du bien, pensais-je en me redressant. Je sortis du camion et fis quelques pas dehors. L'air chaud de l'après-midi m'enveloppait, mais je frissonnais malgré tout. En y réfléchissant, je me dis qu'aller me reposer dans un hôtel serait plus raisonnable. M'obstiner à rouler dans mon état n'était ni prudent ni responsable pour ma sécurité et celle des autres sur la route. Je devais écouter mon corps et m'arrêter. Avec mon smartphone, je trouvai un hôtel à 1/2 heure de route et réservai une chambre. Sans perdre de temps, je repris le volant. En m'approchant de l'établissement, je repérai son panneau lumineux et quittai la route pour me garer sur le parking presque vide. L'hôtel, un bâtiment de 3 étages, assez long, semblait calme. Après avoir réglé les formalités à la réception, je montai à l'étage. Une douche bien fraîche me fit un bien fou. Exténué, je m'allongeai sur le lit et sombrai immédiatement dans un sommeil profond, sans rêve ni cauchemar. Lorsque j'ouvris les yeux, la nuit était tombée. Les néons du couloir grésillaient faiblement et l'air climatisé ronronnait dans un bruit sourd mais peu discret. Je me levai, pris une bouteille d'eau fraîche dans le mini-frigo et ouvris la fenêtre. De là, je pouvais apercevoir les lumières du centre-ville scintiller au loin. C'est alors que j'entendis une voix dans la chambre voisine. D'abord un murmure, bas et confus, puis, peu à peu, le ton monta. L'homme parlait seul, sa voix devenant pressante, presque suppliante. Mais aucun son ne lui répondit. « Ça suffit, laisse-moi tranquille !» Le silence revint, pesant, troublé par la scène. Je choisis l'ignorer. Je me rallongeai et tentai de dormir. Soudain, un bruit sourd retentit. Quelqu'un venait de frapper violemment contre le mur de ma chambre, comme avec un objet lourd. Le choc fut si puissant que j'avais l'impression que le mur allait s'effondrer. « Ils vont me rendre dingue !» dis-je en me redressant d'un bond, puis la voix reprit, cette fois plus grave. « Pitié, tuez-moi !» Un frisson parcourut mon dos, agacé autant qu'inquiet. Je me levai et me dirigeai vers la porte de la chambre voisine. Je frappai énergiquement. « Ouvrez la porte, s'il vous plaît !» Aucune réponse. J'insistai, frappant à nouveau. « Ouvrez, s'il vous plaît !» Un bruit de pas résonna dans le couloir. Le réceptionniste, alerté par le vacarme, monta rapidement et s'approcha de moi. « Y a un problème, monsieur ?»« En effet, y a un grand problème. » répliquai-je encore sous tension. « Y a quelqu'un qui hurle et frappe sur les murs dans cette chambre. Impossible de dormir avec ce vacarme. » Le réceptionniste me regarda déconcerté. « Monsieur, il n'y a personne dans cette chambre. » Je fronçai les sourcils. « Comment ça, personne ? Je sais très bien ce que j'ai entendu. » D'un geste calme, il sortit un trousseau de clés de sa poche et ouvrit la porte. « Regardez par vous-même si vous voulez. » Je pénétrai dans la chambre. La pièce était vide, rien d'inhabituel. Pas un meuble déplacé, pas la moindre trace de présence humaine. Je restais figé, la gorge nouée. Mon esprit refusait d'accepter ce que je voyais. Pourtant, j'étais certain d'avoir entendu cette voix, ces coups, cette supplice terrifiante. Le réceptionniste soupira et referma la porte. « Monsieur, vous devriez retourner dans votre chambre.
Il est tard, vous risquez de déranger les autres clients. Non, ça suffit, je peux plus rester ici. Je veux partir. Comme vous voudrez, monsieur, répondit-il d'un ton neutre. Je rentrai dans ma chambre, pris rapidement mes affaires, descendis au rez-de-chaussée, rendis la clé à la réception et sortis de l'hôtel. J'avais suffisamment dormi, mais je ne voulais plus rester une seconde de plus dans cet endroit. Je me sentais mal à l'aise. Je montai dans le camion, pris la route, et me demandais ce qui m'arrivait, pourquoi je vivais cela. La pleine lune éclairait la route, presque déserte à cette heure tardive. Je veillais à ne pas rouler trop vite. Après environ 1 heure de route, je vis les lumières d'une patrouille de police devant moi. En m'approchant, on me fit ralentir, puis arrêter. Je pensais qu'il s'agissait d'un simple contrôle de routine. Mais un jeune policier me dit qu'il y avait eu un accident et que la route était fermée. Il me demanda de prendre une route alternative à 300 mètres derrière moi et m'indiqua qu'en roulant environ une demi-heure, je rejoindrais la route principale après l'accident. Punaise, il manquait plus que ça, me dis-je au fond de moi. Je remerciai l'officier. Au moment où je manœuvrais le camion pour faire demi-tour, je vis un accidenté à genoux sur la route. Il était dans un état lamentable. Le souvenir du rêve que j'avais fait me revint immédiatement. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Je ne pouvais m'empêcher de penser au rêve. Était-ce un rêve prémonitoire ou simplement une coïncidence? Et si c'était vraiment prémonitoire, comment devais-je agir? Je me disais qu'il était de toute façon impossible de continuer sur cette route. Je repris la route, suivant les indications du policier. Arrivé à la bifurcation, je pris la petite route alternative. Elle était étroite. Je devais être vigilant au cas où un véhicule arriverait en sens inverse. Tout en roulant, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'étrangeté de cette journée. Avez-vous déjà ressenti une telle frustration où votre esprit, ne parvenant plus à rationaliser les événements étranges que vous vivez, se met en mode veille? Alors que j'avançais, je m'enfonçais dans cette forêt si dense et si menaçante. Les feuilles des arbres s'agitaient comme si elles cherchaient à me transmettre un avertissement. C'était comme si la forêt elle-même tentait de me signifier un danger imminent. Ou était-ce une invitation, un piège, m'incitant à m'enfoncer plus profondément où l'inconnu m'attendait? Je décidai d'allumer les pleins phares pour éclairer le plus loin possible, puisqu'il n'y avait aucune voiture en vue, et donc aucun risque d'éblouir quelqu'un. Après avoir roulé un bon moment, j'aperçus une silhouette sur le bord de la route. L'homme semblait gêné par la lumière, levant les mains devant ses yeux pour filtrer l'éclat de mes phares. J'alternais alors les feux de route et les feux de croisement pour éviter de l'aveugler. Il leva la main, me faisant signe de m'arrêter. Au début, je fis semblant de ne pas l'avoir vu et continuai ma route. Mais en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur après l'avoir dépassé, je le vis baisser la tête. Un pincement de culpabilité me traversa. Après tout, c'était juste un type comme les autres. Pourquoi ne pas le prendre? Je me rangeai sur le bas-côté, klaxonnai pour lui faire signe. L'homme courut jusqu'au camion, ouvrit la porte et monta avec un sac en main. Il me salua d'un « salam alaikum ». « Wa alaikum salam wa rahmatullah », répondis-je pour lui rendre son salut. « Désolé mon frère, je t'ai remarqué à la dernière minute. Je n'ai pas pu m'arrêter avant de t'avoir dépassé. » C'est pas grave. Hamdoulillah, tu t'es arrêté, c'est le plus important. Y a pas de réseau téléphonique. Je n'avais aucun moyen d'appeler quelqu'un pour venir me chercher ici. Le type essayait de reprendre son souffle. Encore un fumeur essoufflé après avoir couru à peine 15 mètres, me disais-je. Je lui demandais « Tu veux que je te dépose où ?» Il me répondit « C'est une longue histoire, je veux pas t'ennuyer avec tout ça. » Je lui répondis « C'est pas un problème, je suis un très bon auditeur. J'ai tout mon temps, j'ai plusieurs heures de route devant moi. » Le type acquiesça. « Très bien. Dans ce cas, tu pourras me déposer dans l'agglomération la plus proche. Je trouverai mon chemin quand il fera jour, du moment qu'on s'éloigne de cette maudite forêt. » Je fronçai les sourcils. « Pourquoi? T'as eu un problème dans cette forêt? T'as l'air inquiet. » L'autostoppeur se mit à me raconter ce qu'il avait vécu dans cette forêt. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire comme si c'était moi qui l'avais vécue. Je suis archéologue, mon nom est Fauzi. Il y a 2 jours, avec mes collègues Amir et Ali, nous avons été envoyés en mission de fouille dans cette forêt, sur un site ancien récemment découvert. C'était une construction en ruine, perdue au milieu des arbres. Personne ne savait vraiment à quoi elle servait autrefois. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'à ce qu'Ali nous dise à haute voix: « Il y a quelque chose ici, venez vite les gars !» En creusant près d'un mur effondré, il avait mis à jour une ouverture. On se mit à l'aider, et en élargissant l'ouverture,
On tomba sur un escalier de pierre qui s'enfonçait sous la terre, à peine visible sous les racines et les débris. J'avais tout de suite compris qu'on ne pouvait pas y rentrer comme ça, pas sans vérifier la stabilité, l'oxygène, les risques d'effondrement, etc. Mais Amir et Ali étaient trop excités. Ils n'avaient pas voulu attendre. Ils voulaient découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je leur demandais de ne pas entrer à l'intérieur, de respecter la procédure, que c'était trop dangereux. Mais ils ne m'écoutaient pas. Leur curiosité était plus forte. Je leur dis qu'il était préférable que je les attende, au cas où il y aurait des problèmes. Ils descendirent ces marches. 10 minutes s'étaient écoulées depuis que mes collègues étaient descendus à l'intérieur. Je les appelais à haute voix, mais ils ne me répondaient pas. Je les attendais. Je regardais ma montre. Il s'était écoulé 15 minutes, et ils n'étaient toujours pas remontés. Je les appelais de nouveau, mais je n'avais toujours pas de réponse. Tout ce que j'entendais, c'était des bruits qui n'auraient jamais dû venir de sous terre. Puis 20, puis 25, et finalement 30 minutes d'attente. Ils ne donnaient aucun signe. Je serrais mes poings, je m'inquiétais et avais peur pour eux. Je décidai d'entrer et de les chercher. L'intérieur était très sombre, très étroit, et il y avait peu d'oxygène. Je respirais mal. Mais plus j'avançais, torche électrique en main, plus l'espace s'élargissait. Je voyais devant moi une lumière faible. Je m'adressais à mes collègues. « Amir, Ali, vous êtes là les gars ?» Amir répondit finalement. « Fawzi, viens, tu ne vas pas en croire tes yeux. Viens voir ce qu'on a trouvé. » Je leur répondis de loin. « Mais peu importe ce qu'il y a là-bas, il n'y a rien qui nous appartient. Pourquoi mettre nos vies en danger ?» Arrivé à côté, je les vis tous les deux avec des pièces d'or en main, les caressant, se roulant par terre. Quant à moi, je vis sous leurs pieds un bracelet en or très épais, orné de pierres précieuses, sûrement appartenant à une personne importante. Je n'avais pas pu m'empêcher de le prendre dans mes mains et de l'examiner. J'étais comme ensorcelé par la beauté de cet objet. Juste à ce moment précis, des bruits étranges vinrent de l'entrée de la pièce, puis des bruits de pierres qui s'effondraient. L'éboulement allait nous emprisonner. Je leur criais de se dépêcher, de fuir, qu'on allait être enfouis sous la terre, mais c'était comme s'ils ne m'entendaient pas. Ils continuaient à rire de joie devant leur butin. Je jetai le bracelet et courus, longeant le passage, remontai les escaliers juste à temps. Je me jetai dehors quand l'entrée s'effondra. Mes collègues et amis étaient restés enfouis. Je m'effondrai par terre et un profond sommeil m'envahit. Je fermai les yeux et m'endormis. En rouvrant les yeux, je vis sur ma montre qu'il s'était écoulé 2 jours. J'essayais de chercher du réseau avec mon téléphone, mais il n'y en avait pas. Je marchais jusqu'à la route, mais toujours pas de réseau. J'étais juste à l'endroit où tu m'as pris dans ton camion. Je t'assure, j'irai chercher de l'aide pour mes amis quand il fera jour. Il y a quelque chose d'inquiétant dans cette maudite forêt. On n'est pas en sécurité ici. Voilà ce qu'avait vécu Fawzi. Je tournai brièvement la tête vers lui, mes doigts crispés sur le volant. Il avait l'air beaucoup plus effrayé qu'au moment où il était monté dans le camion. Je fixais la route devant nous. Mon cœur battait vite. J'arrêtai le camion et lui dis « Retournons tout de suite à l'endroit où tu es monté. Il faut aider tes amis. Tu m'as dit qu'ils sont enterrés depuis 2 jours. Ils vont manquer d'oxygène. » Fawzi me dit « Non, je n'irai pas là-bas. Il faut y aller nombre de jours. Je suis sûr qu'ils sont vivants. » Puis, Fawzi me dit qu'il voulait fermer les yeux et dormir un peu. Puis il les ferma. Je repris la route, mais l'inquiétude m'envahit. Je me remémorais le cauchemar que j'avais fait, l'hôtel où j'avais eu une hallucination, et pour finir, l'histoire que venait de me raconter ce type. Je cherchais un lien entre ces événements, mais je n'y trouvais aucune cohérence. Qu'est-ce qu'il se passait? Qu'est-ce que je vivais, me dis-je? Alors que Fawzi continuait à dormir, je continuais de rouler. La police m'avait dit que le trajet durerait 1 demi-heure. Or, j'avais roulé plus d'1 heure. Et il n'y avait aucune bifurcation, ni panneau de signalisation, ni lumière au loin. Alors que je roulais tout droit, soudain, je vis en plein milieu de la route 2 hommes. Je freinai immédiatement. Des traces rougeâtres souillaient leurs habits, témoignant d'un drame récent. Je descendis du camion, j'avais détourné les yeux un bref instant, et lorsque je regardais à nouveau vers eux, ils avaient disparu. J'étais sur la route seul, mon cœur s'emballa, j'étais certain de les avoir vus. Je balayais les environs du regard. Mais il n'y avait personne. Après m'être convaincu que j'étais seul, je remontai dans le camion et m'assis. Je baissai la tête pour attacher ma ceinture de sécurité. Au moment où je me redressais, ils étaient là, juste en face de la vitre. Un frisson glacial parcourut mon corps. D'une voix tremblante, je demandai « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous allez bien ?» Les 2 hommes me fixèrent et dirent d'une voix grave « C'est lui qui nous a fait ça, ne lui fais pas confiance.
C'est lui qui a causé notre perte. Il voulait mettre la main sur l'or. Leur doigt accusateur désignait Fawzi, qui dormait toujours. L'or est dans son sac, ajoutèrent-ils. Je tournai la tête vers Fawzi, puis revins vers les deux hommes. Ils avaient disparu. Hallucination, rêve éveillé, je n'en savais rien. Mais mon regard se posa sur le sac posé sur les genoux de Fawzi. D'un geste hésitant, je l'entr'ouvris. L'intérieur semblait rempli d'or. Une idée me traversa l'esprit. Démarrer le camion et rouler jusqu'à trouver des policiers ou un commissariat livrer ce criminel. Sur le trajet, les deux hommes réapparurent régulièrement sur le bord de route comme des spectres hantant ma conscience. Je jetai des regards incessants à mon téléphone, toujours aucun réseau. Je priais silencieusement pour atteindre la route principale au plus vite. Puis, au loin, des lumières apparurent. Hamdoulillah, louange au Créateur, murmurai-je soulagé. J'accélérai. C'était une voiture de police stationnée sur le bas-côté. Je m'étais suffisamment rapproché de la voiture. Sans perdre une seconde, je descendis du camion et me dirigeai vers le policier. « Monsieur l'agent, je crois que j'ai un criminel dans mon camion. » dis-je d'une voix tremblante. « Il a peut-être tué deux hommes. C'est un crime crapuleux. Il transporte un sac rempli d'or. » Les mots sortaient précipitamment, comme si mon esprit cherchait à se débarrasser du poids de cette découverte. Je vous jure que je n'étais au courant de rien. Si je l'avais su, jamais je ne l'aurais pris avec moi. Il s'est présenté comme un archéologue. Vous pouvez vérifier son sac, l'or est dedans. À cet instant, je sentis une main se poser sur mon épaule. Je sursautai. Un autre policier se tenait derrière moi. Il me regarda droit dans les yeux et dit d'une voix posée. « N'aie pas peur, calme-toi. On est au courant de tout. On t'attendait. » Je clignai des yeux, abasourdi. « Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Comment pouviez-vous savoir que j'allais venir ?» Le policier ne répondit pas. Il s'avança vers le camion, ouvrit la portière d'un geste assuré et attrapa Fawzi. D'une facilité déconcertante, il le sortit du véhicule et le plaqua au sol. Fawzi se réveilla en sursaut. Son regard affolé balaya les environs avant qu'il ne se mette à hurler comme un possédé. « Lâchez-moi, ils sont à moi! Je ne vous les donnerai pas !» Il se débattait violemment, son visage tordu par la panique et la rage. Je m'approchai de lui, le cœur battant, et crachai avec dégoût. « Espèce de pourriture! C'est pour cet or maudit que tu as tué tes collègues !» Fawzi releva la tête et planta ses yeux dans les miens. Un mélange de colère et de désespoir animait son regard. « Pourquoi tu les as aidés à me retrouver ?» bredouilla-t-il. « Pourquoi tu n'as pas peur d'eux ?» Je fronçai les sourcils. « Et pourquoi j'aurais peur de la police? J'ai rien à me reprocher. » À ces mots, son expression changea du tout au tout. Son souffle s'accéléra et son visage se décomposa. « Quelle police !» murmura-t-il. Il tourna lentement la tête vers les agents, puis me fixa à nouveau les yeux exorbités. « Regarde bien leur visage. Ce ne sont pas des humains. Ce sont des djinns maléfiques. Ils vont me tuer. Et toi aussi. » Fawzi éclata d'un rire hystérique. Un rire dément qui résonna dans la nuit comme un écho malsain. Pris d'un mauvais pressentiment, je tournai la tête vers le policier à ma gauche. Et mon sang se figea. Je tombai en arrière, reculant à l'aveugle. Les mains griffant le sol, le souffle coupé par la panique. Les policiers avaient disparu. À leur place, deux silhouettes sombres et élancées se tenaient immobiles dans l'ombre. Leur apparence défiait l'entendement. Des corps composés de fumée noire, mouvante, comme si elles peinaient à maintenir une forme humaine. Leurs visages étaient sombres et sans traits. Seuls deux yeux rougeoyants me transperçaient du regard. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale lorsqu'une des créatures s'avança sans un bruit. Son rictus s'élargit anormalement, révélant des dents fines et scintillantes dans l'obscurité. Je voulais crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. L'un des djinns s'approcha de moi et dit « N'aie pas peur, fils d'Adam. Nous avons pris ce qui nous appartenait. Et toi, tu as bien agi. Tu nous l'as amené. » L'autre djinn continua « Mais lui, il a essayé de voler ce qui nous appartient. Il a sacrifié ses amis pour que nous lui pardonnions. Il a usé de sorcellerie pour s'emparer de nos biens. C'est grâce à toi que nous avons pu l'attraper. » Il marqua une pause avant de déclarer « C'est fini pour toi. Continue ton chemin. » Il ajouta d'une voix sinistre « Les rêves et les hallucinations que tu as eus, c'était nous. Nous avons manipulé ton esprit. Si tu nous avais pas vus dans tes songes, ton esprit aurait été perturbé.
Le premier djinn se tourna alors vers Fawzi et dit « Ce sac de viande vient avec nous ». Je me levai lentement et me dirigeai vers la porte du camion. Avant de monter, je jetai un dernier regard à Fawzi. Les deux djinns l'avaient saisi par les bras et l'entraînaient dans la forêt. Ses cris résonnaient dans toute la forêt, si puissants que j'avais l'impression que les feuilles des arbres se mouvaient. Bismillahirrahmanirrahim. Puis je fis l'invocation du refuge. Je roulai environ 300 mètres. Puis je sortis enfin de la forêt. Le matin était arrivé. Je me garai sur le bas-côté et m'assis un moment, trop fatigué pour comprendre ce que je venais de vivre. Soudain, j'entendis un klaxon suivi d'une sirène. C'était une voiture de police. Était-ce toujours ce même cauchemar, me dis-je? Un officier de police me fit signe de descendre. Je sortis du camion et l'officier lui aussi descendit à son tour. Il me dit que c'était interdit de m'arrêter là et me demanda pourquoi j'avais cessé de rouler. Je lui répondis que cela faisait plusieurs heures que j'étais sur la déviation à cause d'un accident, que je n'avais trouvé aucun endroit où m'arrêter et que j'avais juste voulu me reposer un peu, que l'accident m'avait perturbé. Le policier me regarda perplexe et dit « De quel accident parlez-vous? J'ai travaillé dans ce secteur depuis la nuit. Il n'y a eu aucun accident. Et en plus, pourquoi vous êtes passé par cette route de la forêt? Elle ne dure que 3 minutes à tout casser. Regardez bien, on voit de là où elle commence où elle finit. » Puis, il ajouta, « Je me demande si vous avez abusé de la boisson. » Je ne savais pas quoi dire. On me fit un test d'alcoolémie. En effet, je voyais le panneau de la route, et celle-ci ne faisait que 300 mètres. Comment avais-je fait pour passer plusieurs heures là-dessus, me dis-je. Mon cerveau était bloqué. Je répondis au policier, « Monsieur, je vais bien. Je suis juste un peu fatigué. Je vais prendre l'air et faire quelques pas. » Le policier me conseilla de faire attention et monta dans sa voiture. Je me mis à marcher sur la route de la forêt. Après avoir marché une dizaine de minutes, je me retrouvai face à mon camion. Mon esprit se figea. Subhanallah, gloire au Créateur, protège mon esprit, mon Dieu, me dis-je. Je montai dans mon camion et m'éloignai immédiatement de cet endroit, incapable de donner du sens à ce que je vivais. J'avais roulé pendant quelques heures et une fois chez moi, je pris une douche. Mon esprit me suggérait des images affreuses de Fawzi, déchiquetées par les djinns. Je ne pouvais pas rester dans cet état. Je décidai d'aller voir le maître exorciste Moussa, un raqi. Je lui racontai tout ce que j'avais vécu. Il me dit, « Mon fils, le clan de djinns auquel tu as eu affaire ne s'en prend qu'à ceux qui leur ont nui. Ils ont compris que tu étais innocent, mais ils ont cerné tes peurs et manipulé ton esprit pour te servir dans leur plan. Quant à la route que tu as empruntée, ils peuvent te montrer ce qu'ils veulent, et le temps s'écoule différemment pour eux. Qu'Allah te protège. » Le maître Moussa me dit de réciter des prières pour me protéger et lutter contre la peur. Je suivis les conseils du maître. Hamdoulillah, je ne les avais plus vus depuis longtemps. Mais chaque fois que je passe à côté d'une forêt, un bourdonnement dans mes oreilles et un frisson traverse mon corps. Je me rappelle sans cesse les cris de Fawzi. Je sais qu'il s'agit d'un problème psychologique. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs de prononciation cette fois-ci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.